Bonsoir à tous, William Afoyon-Goetz, expert sciences de l'environnement, praticien des sciences de l'environnement et immobilier, notamment immobilier rural, puisque l'immobilier rural, c'est bien évidemment une des bases de l'analyse environnementale. Donc une vidéo synthétique à propos de notre capacité à analyser l'information scientifique, ou du moins l'information grand public, sous le prisme des sciences. Je le rappelle, les sciences, c'est quoi? C'est simplement l'observation, c'est le fait de savoir. Et savoir est une tâche qui est assez compliquée et en même temps qui est assez simple. Donc aujourd'hui, avec un retard dont je m'excuse encore, on va étudier deux concepts grâce à l'analyse d'un des derniers bulletins de statistiques épidémiologiques issus du site Santé publique France, édité et rédigé par les hôpitaux de Saint-Maurice, en périphérie de Paris, près de Charenton. Et on va bien évidemment évoquer le sujet du SARS-CoV-2, plus connu sous le nom de Covid-19. Et vous allez voir que quand l'on prend du recul avec une analyse et un spectre scientifique, eh bien, des solutions apparaissent. Alors ici, il ne s'agit pas d'être dans une démarche de dire, voilà, nous on sait tout, on a tout compris, puisque je le répète, moi je suis un spécialiste des sciences environnementales et surtout un praticien. Donc je ne fais pas de labo. J'ai été formé de manière théorique à la biologie végétale, notamment sur un cursus de technicien en gestion forestière, de la virologie, de la bactériologie, notamment sur un cursus de BTS en gestion et traitement de l'eau. Voilà, des connaissances environnementales larges et variées dans un cursus d'aménagement du territoire, mêlant des enseignements d'hydrogéologie, de géologie, etc., etc. Donc je suis un aficionados des sciences, je suis surtout un praticien, et par contre, j'aime aller à la recherche de l'information fondamentale de mes collègues laborantins, hein, donc des collègues, quels qu'ils soient en matière de discipline scientifique. J'aime souvent parler de mes collègues médecins ou de mes collègues géologues ou autres, mais mes collègues, ce sont les scientifiques, ce sont les personnes qui étudient le terrain. Un sociologue peut également être un collègue, peu importe que vous soyez littéraire ou scientifique ou d'un point de vue technique, ça m'importe peu. Ce qui m'importe par contre, c'est la démarche pragmatique de votre étude du terrain et de votre compréhension du terrain. Donc la quête scientifique, elle est complexe, elle est simple à la fois. Elle est simple parce que d'une part, on a aussi une intuition et des moyens relativement, en tout cas parfois relativement simples, d'analyser un environnement particulier. Et d'autre part, elle est complexe parce que, on le verra notamment en matière de virologie, au gré de l'amélioration de notre connaissance, on est confronté à du multifacteur. Le multifacteur, c'est quoi? C'est pas une analyse simple et définitive, c'est une analyse qui va prendre en compte une multitude de facteurs. Donc ici, sans être trop appuyé, je vais transférer cette vidéo sur mon compte Facebook Akea Silva, mon compte pro, et vous allez retrouver environ toutes les 3 semaines un bulletin d'information scientifique sur des thématiques précises sur ma chaîne Science Environnement dans YouTube que je vais vous partager en lien sur mon profil Facebook Akea Silva. Donc je rappelle rapidement que mon parcours en termes professionnels, c'est de la botanique, c'est de la géologie, c'est pas mal de foresterie, beaucoup de foresterie, donc de la biologie végétale. C'est également du traitement de l'eau où j'allais à l'époque sur la région lyonnaise grâce à mon ancien bureau d'études qui m'avait accueilli en stage à l'époque. Donc je salue Jean-Jacques, Henri, etc. Bureau d'études qui était spécialisé en traitement de l'eau et nuisances industrielles. Eh bien, j'allais régulièrement déposer des échantillons d'eau industrielle, d'eau usée, pour analyse sur l'agglomération de Lyon en laboratoire départemental, et j'opérais moi-même avec mes collègues des analyses, ce qui a permis à l'époque, au début des années 2000, de m'introduire un peu dans la pratique à ces connaissances de biologie, de biochimie et de manière générale de métrologie environnementale. Donc la métrologie environnementale, c'est l'art d'étudier l'environnement et de mesurer l'environnement sous toutes ses formes, d'accord, y compris en allant même plus loin dans le domaine du génie civil, étudier la mesure, hein, d'accord, avec différents outils. Donc, je m'excuse, aujourd'hui, simplement une analyse sur quelques éléments d'un des avant-derniers bulletins donc épidémiologiques issus des hôpitaux de Saint-Maurice en périphérie de Paris, donc via le site Santé publique France. Donc Santé publique France, si vous voulez télécharger des informations relatives à la santé épidémiologique, à la santé virale entre guillemets, santé médicale au sens large en France, sur notre territoire, eh bien, il faut analyser ces bulletins. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a choqué dernièrement dans le traitement de l'information mainstream, comme je le dis souvent, l'information avec
avec un grand P, grand public, c'est qu'il n'y a pas de filtre d'analyse scientifique. On vous annonce des chiffres, on vous dit 10 000 décès, 20 000 décès, 30 000, 40 000, peu importe, mais on ne vous analyse pas les données et on ne procède pas de manière scientifique. Donc ici, rapidement, avant justement d'aller dans les détails sur ma chaîne Science Environnement, puisque je réserverai une vidéo beaucoup plus approfondie sur le sujet, eh bien, il faut quand même savoir que sur le bulletin du 9 avril 2020, pour la situation relative à l'épidémie, entre guillemets, j'y reviendrai, du SARS-CoV-2, plus connu sous le nom de Covid-19, eh bien, on nous apprend que, et là je vais vous lire directement la phrase, on nous apprend que dans le cas des cas graves, donc le nombre de cas graves qui a été dénombré par les services Sentinelle et différents services de mesure de métrologie médicale, eh bien, on apprend que 90% des décès, se font, donc en tout cas, sont constatés par le biais de comorbidité. C'est-à-dire que les personnes décédées, 90% d'entre elles souffrent de comorbidité, et sans entrer dans une démarche médicale, puisque je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même quelques connaissances scientifiques, et bien sans entrer dans le détail, les comorbidités sont des pathologies qui viennent se greffer à une autre pathologie. Donc là, en l'occurrence, 90% des personnes décédées sur le bulletin statistique du 9 avril 2020 présentent des comorbidités, c'est-à-dire notamment des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, etc., etc. Donc ce sont des personnes qui malheureusement souffrent déjà de pathologies lourdes, sans compter que, comme le rappelle un certain nombre de médecins, logiquement, ces personnes qui souffrent de comorbidités vont également, en tout cas, alors là j'ai pas de statistiques, mais très logiquement, si elles sont hospitalisées, puisque là c'était le cas, vont être déjà médicamentées. Donc elles vont avoir des traitements médicaux qui peuvent, entre guillemets, aggraver une situation. En fonction des cas, bien évidemment, et là je ne me mettrai pas à la place des médecins qui pourront nous en dire plus. Mais c'est-à-dire que ici, si on a 90%, d'ailleurs quel que soit le chiffre annoncé, 5 000, 10 000, etc., peu importe, si on a déjà 90% de personnes sur le bulletin épidémiologique statistique du 9 avril 2020 qui décèdent dans un contexte de comorbidité, cela veut dire qu'il n'y a que, théoriquement, 10% de personnes qui, dans ces décès, mourraient, entre guillemets, uniquement dû au facteur Covid-19. D'accord ? Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors ça, c'est un premier point, mais c'est un point qui est fondamental. Donc quand on vous annonce des chiffres de 10 000, 20 000 décès, etc., c'est à mettre en perspective avec le contexte clinique, le contexte médical des patients. Mais ça, une fois encore, je ne pense pas qu'il faille être médecin pour le savoir. Tout bon scientifique le sait. On établit un tableau finalement d'une situation, alors que ce soit un tableau clinique, un tableau environnemental ou que sais-je encore, en prenant en compte les différents paramètres qui vont caractériser l'objet d'étude. Là, en l'occurrence, je ne dis pas que les patients sont des objets d'étude, mais statistiquement, on en tire des conclusions, on en tire des lignes d'analyse. D'accord ? Donc ici, retenez que la grande majorité, malheureusement, des personnes qui décèdent dans un contexte lié au Covid-19, d'ailleurs c'est ce qui est rappelé dans le bulletin Santé publique France, ce sont des décès qui sont liés au Covid-19 et non pas exclusivement, directement rattachés au Covid-19, eh bien ces décès se font sur malheureusement un tableau clinique qui, globalement parlant, renvoie dans une grande majorité à des personnes qui souffrent de comorbidité. D'accord, donc ça c'est important. On reverra d'ailleurs dans une des vidéos que je réserverai sur Science Environnement la définition de ce qu'est un virus, puisque nous-mêmes en pathologie forestière, on a constaté notamment de grands arbres ligneux qui souffrent de certains nombres de souches virales et qui aboutissent à certaines pathologies. Donc le virus et les virus sont présents dans l'environnement, qu'on le veuille ou non, par milliards, par centaines de milliards. D'accord ? Donc ça c'est un premier point. 90% des décès au 9 avril 2020 souffraient de comorbidité. C'est une information qui est extrêmement importante à prendre en compte, car elle signifie que le virus en tant que tel, et on pourra revenir aussi sur les différentes souches, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas qu'un seul Covid-19, entre guillemets, il y en a plusieurs typologies, eh bien, il n'est pas une sorte d'alien qui viendrait coloniser les organismes de manière gratuite, c'est-à-dire qu'il y a un contexte médical, il y a un contexte environnemental du patient qui va faire qu'il va être plus sensible à ce type d'agent pathogène. Il faut bien être précis là-dessus, et là, j'ai déjà consulté un certain nombre de spécialistes qui ont rapporté ces éléments-là. Donc, la comorbidité,
si vous allez, je vous encourage à étudier cette source d'information, Santé publique France et les bulletins épidémiologiques qui existent depuis des années déjà, hein, pas quelque chose de nouveau, eh bien retenez ce fait-là, c'est que nous sommes dans une situation multifactorielle. Il n'y a pas qu'un seul facteur qui explique le décès d'une personne. D'accord ? Sauf quand c'est un accident de la route où là effectivement on a un événement brutal qui arrive et là c'est encore autre chose. Et puis quand même pour terminer là-dessus, puisque je ne veux pas faire une vidéo qui soit trop longue, on est déjà à 10 minutes, et bien pour terminer là-dessus, sachez que j'ai moi-même, puisque vous savez que je suis sur la région Tourangelle, département d'Indre-et-Loire, région centre, je rappelle qu'on est la région de France la moins peuplée de France, il faut le savoir. Ça aussi, ça a certainement un paramètre qui explique que nous sommes parmi les personnes les moins impactées en termes de Covid-19, parce que si vous prenez un désert, entre guillemets, hein, il n'y aura pas de personnes humaines impactées par le Covid-19 puisqu'il n'y a pas d'habitants. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est quand même un lien de cause à effet qui est à mettre en compte et à prendre en compte. Et effectivement, on se rend compte que les régions les plus impactées, entre guillemets, je relativise par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sont l'Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Est, la région lyonnaise et une partie du pourtour méditerranéen où on retrouve des densités d'habitants assez fortes. Mais là encore, c'est pareil, il faut au kilomètre carré assez forte, mais il faut faire des distinguos entre la capacité de traitement, les diagnostics et les relevés biologiques qui sont faits. Et d'ailleurs, à ce propos, avant de conclure sur mon deuxième élément, c'est que on sait que depuis le 13 mars 2020, les relevés biologiques pour détecter la présence de ce Covid-19 ne sont pas systématiquement faits et encouragés. Ça a été notamment pris en termes de décision par le gouvernement. Donc vous avez une masse statistique qui serait à éclaircir, hein, donc les chiffres sont largement excessifs. Et puis, dans un dernier temps, nous avons sur le centre hospitalier de Tours Indre-et-Loire, un infectiologue que je cite, monsieur Guillaume Gras, qui a fait un live récemment sur le site de la commune de Tours et qui donc expliquait qu'il y avait environ 5000 coronavirus de dénombrés en termes de taxonomie, c'est-à-dire notre capacité à analyser les caractéristiques des virus d'un point de vue biologique, et que grosso modo on en retrouvait 7 coronas qui circulaient chez les êtres humains. D'accord ? Et donc j'ai demandé, puisque sur le dernier bulletin que j'ai regardé, donc des décès reliés donc au Covid-19 sur l'agglomération de Tours et donc au CHU de Tours, nous avions à la date je vais peut-être dire une bêtise, on est le 21 avril, ça doit remonter à une dizaine de jours à peine, on va dire la mi-avril, au début avril, nous avions 25 décès. 25 décès enregistrés, donc en lien avec le Covid-19, enregistrés au CHU de Tours. Et j'ai demandé à M. Guillaume Gras, en live, donc il a répondu à ma question avec un petit temps de décalage, puisqu'on était à peu près une centaine de personnes sur le live, j'ai demandé à cet infectiologue, donc je rappelle qu'un infectiologue, c'est un docteur en médecine qui a une spécialité en infectiologie, hein, donc c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. J'ai demandé à M. Gras s'il connaissait, s'il pouvait nous fournir la statistique suivante, quel est le pourcentage de personnes qui sont décédées strictement du Covid-19, c'est-à-dire hors comorbidité. Et M. Gras m'a répondu qu'il n'en connaissait pas. Vous voyez, donc ça c'est encore un élément qui vient confirmer ce que je dis et que d'autres spécialistes, et notamment bien évidemment des médecins, j'ai vérifié bien sûr, je vous donnerai les sources, confirment, c'est qu'on a un profil ici de pathologie qui malheureusement va impacter plus des personnes qui souffrent de comorbidité. D'accord ? Le système immunitaire, plus le système immunitaire est fort, plus il aura une capacité à se défendre. Donc je ne pense pas qu'il faille être médecin pour le savoir, même si les spécialistes pourront nous éclairer là-dessus. Donc c'est quelque chose de très important que je voulais vous amener en réflexion, c'est que premièrement, la grande majorité des personnes qui malheureusement décèdent sont des personnes qui souffrent de comorbidités diverses et variées, donc il y a un contexte multifactoriel. D'accord ? Deuxième élément, c'est que sur le plan local, vous pouvez étudier les statistiques en contactant directement votre centre hospitalier et en posant des questions très précises. Et je vous amènerai quelques questions à poser à vos centres médicaux pour avoir une vision réelle. Hein. Là, on est sur une vision réelle de terrain, on n'est pas sur une vision médiatique qui va vous inquiéter. Vous l'avez vu, on est dans l'inquiétude. Ça, c'est clair, net et précis. Et puis pour terminer, le dernier point, et ça je souhaite mettre finalement
participer à cet effort d'étude et de sensibilisation de la population, c'est que nous avons à mettre en place, je dirais, un réseau de prophylaxie. La prophylaxie, c'est quoi? C'est la prévention médicale, mais la prophylaxie s'applique à différentes disciplines scientifiques. D'accord? On pourrait parler de prophylaxie immobilière ou de prophylaxie environnementale au sens large. La prophylaxie, ce sont tous les moyens qui permettent de prévenir des maladies, de prévenir un certain nombre de risques, y compris en société. Parce que là, le terme prophylaxie, il est à prendre au sens large. D'accord? Donc je pense que plutôt que de partir sur des guerres de tel laboratoire veut proposer tel médicament ou tel autre propose telle étude scientifique, ce qui est important, c'est de comprendre que nous pouvons faire de la prophylaxie plutôt que de traiter les gens. Si là la majorité des personnes décèdent suite à des comorbidités, enfin en tout cas dans un contexte de comorbidité, c'est qu'il y a de la prophylaxie à faire et de la diffusion de sciences prophylactiques, c'est-à-dire de la prévention. Mais pour ça, il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut parler. D'accord? Donc c'est pour ça que là, je m'arrête ici à 15 minutes. Diffuser cette information, il faut avoir une vision scientifique, il faut prendre les informations scientifiques là où elles sont et il faut parler avec les personnes qui sont compétentes. Je pense en faire partie, il y en a d'autres et donc c'est auprès de ces personnes-là qu'on va pouvoir mettre en place dans notre pays une politique de prophylaxie, c'est-à-dire ce que j'appelle la prophylaxie environnementale, une prophylaxie généralisée qui permette de prévenir des pathologies toutes catégories techniques et scientifiques confondues, d'accord, puisque la prophylaxie n'est pas simplement une discipline propre à la médecine. Donc j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le sujet. Je vais revenir prochainement dans ma chaîne Sciences Environnement plus en détail sur les dynamiques virologiques telles qu'on les rencontre dans l'environnement. Ça, c'est extrêmement important. Quelle est notre capacité à mesurer le virus dans l'environnement? Mais une fois encore, je le finis là-dessus, les nombres de décès qui sont annoncés sont surévalués et ne reflètent pas la réalité technique. Donc il y a un pourcentage de décès qui, dans le cadre de ces pathologies, d'après les différents spécialistes que j'ai pu consulter, se situe entre 1% et 2,5%. Donc les chiffres qui sont annoncés sont excessifs et ne reflètent pas justement ces problématiques multifacteurs. Et là intervient la science pour décrire la réalité telle qu'elle est. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite sur Akia Silva. Merci beaucoup. Au revoir.